Sylvie Tannenbaum, vaincre la dépendance affective. Deuxième partie. Les maîtres chanteurs. Même s'ils en font beaucoup pour séduire et maintenir le lien, les grands dépendants affectifs ne sont pas tous, loin s'en faut, des maîtres chanteurs affectifs, qui, s'ils sont des personnalités trop dépendantes affectivement, sont également des pervers. Tyranniques à l'excès, terroristes à leurs heures, ils utilisent les sentiments de l'autre pour prendre le pouvoir sur lui et l'obliger à leur obéir en tout. Tantôt ils useront de colère et de violence verbale, tantôt ils préféreront une manière plus douce, voire aimante pour parvenir à leur fin. Mais d'une façon ou d'une autre, la menace est là. Le chantage affectif opère. Connaissant parfaitement bien leurs victimes et leurs points faibles, peur, espoir, sentiments secrets parfois, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans le domaine privé, ils se servent de ce savoir pour les contrôler et obtenir ce qu'ils veulent. Ignorant le sens du mot empathie, ils prennent plaisir à voir l'autre perdre ses moyens, souffrir, douter de lui et finalement toujours céder par crainte d'être rejeté ou dans l'espoir que cette tyrannie enfin cessera. Si l'on veut être admiré, aimé, il convient de démontrer une compassion hors du commun, de se montrer plus attentif, le plus serviable, le plus affable, celui qui sait le mieux aimer, s'occuper des autres, les prendre en charge, une attitude qui ressemblerait à de la générosité, de la bonté, de l'altruisme, de l'amour même. Alors qu'il est surtout question ici de chercher à satisfaire un incoercible besoin d'être apprécié, aimé. Là est le cœur de la manipulation. Certains parlent de malhonnêteté, sourire malgré la colère ou la tristesse au creux de la gorge, donner sans compter de son énergie et de sa vaillance alors qu'on se sent las, vidé, paraître intéressé par ce qui ennuie ou ne concerne rien, réfléchir à ce qui fera plaisir à coup sûr, choisir les bons mots, s'accuser et présenter ses excuses pour une erreur que l'on n'est pas responsable. J'aurais dû prévoir, je m'en veux, etc. Le harcèlement amoureux. Contrairement au harcèlement moral, le harcèlement amoureux n'est pas dénoncé dans le code pénal français. Il l'est au Canada et aux États-Unis. Dans ces pays, il porte le nom de Criminal Harassment. Les seules infractions reconnues par l'article 222-16 sont le harcèlement téléphonique et les violences délibérées. En Grande-Bretagne, la loi décrit le stalking, ce qui signifie s'approcher à pas feutrés, une forme de harcèlement amoureux et moral, synonyme aujourd'hui de persécution, de terrorisme psychologique. Il est qualifié de persécution obsessionnelle. Les persécuteurs ainsi désignés peuvent inonder leurs victimes de lettres, de cadeaux, de coups de téléphone ou de messages incessants. Les épier, les surveiller, les attendre au travail ou devant leur domicile, ou pire, les menacer, provoquer des dégâts matériels, sur les voitures par exemple. Ces comportements pathologiques peuvent tout à fait émaner de dépendants affectifs pathologiques qui ont perdu toute mesure. Nous allons voir maintenant que les personnes trop dépendantes affectivement se donnent bien souvent la responsabilité du bonheur de l'autre, ne se fiant malheureusement qu'à leur propre certitude sur ce qui peut le rendre heureux ou malheureux. Ainsi, elles cherchent à faire pour l'autre ce qui les rendrait heureuses elles-mêmes, ce qu'en réalité elles attendent de lui, certaines que tous les êtres humains sont construits de la même façon, qu'ils éprouvent les mêmes désirs. Le triangle infernal. Dénommé triangle dramatique par Stephen B. Karpman, ce triangle, que je qualifie d'infernal, est l'un des éléments majeurs de l'analyse transactionnelle. Il offre une grille de lecture des comportements humains et de leur interaction tout à fait intéressante et totalement adaptée dans le cadre des dépendances affectives pathologiques. Il formalise bon nombre de jeux psychologiques très nuisibles à la vie relationnelle et affective. Donc, comment expliquer le triangle amoureux ? On a le persécuteur, le sauveur et la victime. Donc, ce triangle décrit l'un des jeux et des demandes au moins 2 joueurs, chacun tenant l'un des 3 rôles possibles, sauveur, bourreau et victime. J'utiliserai des majuscules lorsqu'il s'agira de ces comportements en termes de rôle sur le triangle. Chaque joueur se place inconsciemment sur l'une des pointes. Tout être humain, depuis l'enfance, a un rôle préférentiel. Au cours du jeu, c'est-à-dire d'une suite d'interactions avec une autre personne, les interlocuteurs vont tourner et changer de rôle. Par exemple, le sauveur peut se retrouver en victime, celle-ci devenant bourreau. Le père. Quand tu auras fini tes devoirs, je t'emmène faire un tour, d'accord ? Tu dois avoir envie de prendre un peu l'air, non ?
Sauveur. Le fils. J'aimerais mieux aller voir mes copains, ils m'attendent dehors. Le père. Tu ne préfères pas sortir avec moi? On serait bien tous les deux, rien qu'un petit tour. Victime. La mère. Mais laisse-le aller avec ses amis, tu ne vois pas que tu l'embêtes? Bourreau. Le père. Ne me parle pas comme ça devant lui. Je suis son père et je veux faire un tour avec mon fils. Ne te mets pas de ça. Bourreau. Et toi, viens, on va aller entre hommes taper quelques balles. Viens avec ton vieux père, tu me feras plaisir. Victime. La mère. Et moi, là-dedans, qu'est-ce que je fais? La cuisine comme d'habitude? Victime. Je tiens à préciser qu'il convient de distinguer la gentillesse et l'altruisme du jeu du sauveur, tout comme il n'est évidemment pas question ici des victimes d'incidents ou d'accidents réels lorsque nous parlons du rôle de victime. Nous allons voir comment les personnes trop dépendantes affectivement jouent tour à tour les trois rôles, comment une victime devient bourreau et un sauveur une victime. Bonjour madame, c'est moi. Oh, bonjour ma chérie. Je suis bien contente que tu m'appelles. Tu m'as laissé trop longtemps sans nouvelles. Tu sais, une semaine, c'est long pour moi. Amorce du jeu en victime. Oui, je sais, mais je suis très occupée. Tu sais bien que je pense à toi, même si je ne t'appelle pas. Oui, mais un coup de fil, c'est vite fait. Maman, je voulais te dire que je ne pouvais pas venir dîner chez toi demain soir. J'ai une réunion de travail importante qui risque de se terminer tard. Mais j'ai déjà tout préparé, tu m'avais promis. Oui, maman, je t'avais promis, mais on vient juste de me prévenir. Je viendrai une autre fois. Tu n'as qu'à tout mettre au congélateur, comme ça tout sera prêt. Conseil du sauveur. Ton travail est plus important que moi, tu me fais beaucoup de peine, ma petite fille. Non, c'est pas ça. Tu peux pas essayer de comprendre? Ce que je comprends, c'est que je peux jamais compter sur toi. Tu me fais penser à ton père. Tu es aussi égoïste que lui. La victime devient bourreau. Arrête, maman. Bon, écoute, j'assisterai au début de la réunion et je prétexterai une urgence familiale pour me sauver avant la fin. Mais tu ne me facilites pas la vie, tu sais. Le sauveur devient victime. Mais enfin, je suis ta mère. C'est normal que tu fasses des efforts pour moi. Bon, à demain. Pour bien jouer son rôle, tout sauveur a besoin d'une victime. Comment sinon pouvoir aider les autres, prendre la responsabilité de leur bonheur, en un mot, les sauver? Car les sauveurs prennent soin des gens qui pourraient prendre soin d'eux-mêmes en les empêchant de prendre leurs propres décisions ou de trouver leur propre voie. Le sauveur use et abuse d'expressions telles « tu devrais faire ceci, tu ne devrais pas faire cela »,« non, tu t'y prends mal, laisse-moi faire, à ta place tu n'as qu'à me demander ». De la même façon, la victime, par sa plainte, est à la recherche d'un sauveur qui la sauvera de son malheur ou de son impuissance. Par définition, une victime se sent impuissante, incapable de faire des choix, de prendre la moindre décision pour ce qui la concerne. Sinon, elle n'aurait pas besoin d'un sauveur, donc elle se plaint. Qu'est-ce que je peux faire? À ma place, que ferais-tu? Qu'en penses-tu? Je ne sais pas quoi faire, je n'y comprends rien, etc. Quant au bourreau, appelé aussi le persécuteur, il critique, donne des leçons surtout. Il a bien sûr besoin qu'une victime se présente. Sinon, qui punir, qui critiquer, sur qui prendre le pouvoir? À qui donner une bonne leçon? Qui réprimander? Le bourreau dit souvent « Je te l'avais bien dit, tu ne m'as pas écouté, tu es vraiment trop nul, tu fais vraiment n'importe quoi, c'est stupide, etc. » Ces trois rôles sur le triangle, que je le qualifie d'infernal, ont pour mission d'obtenir des marques de reconnaissance qui donnent le sentiment d'exister. Quel que soit le type de problème d'une personne, le sauveur se l'approprie, et rien n'est alors plus important pour lui que d'y trouver une solution. Quand il n'anticipe pas la plainte, car le sauveur sait parfaitement bien ce qui convient à cet autre qu'il considère comme une victime, qui se présente comme telle par sa plainte, formulée directement ou non, qui ne sait pas se prendre en charge. Lui saura quoi faire, quoi conseiller, bien mieux que tout autre. C'est son rôle, celui qu'il sait merveilleusement bien jouer. Le sauveur est constamment inquiet pour la victime. A-t-elle bien compris ses conseils? Cette inquiétude lui sert d'ailleurs d'alibi pour se mêler sans cesse des affaires de ces pauvres victimes dont il doit bien s'occuper, car sans lui... C'est ainsi que le sauveur pratique assidûment l'intrusion dans la vie des autres. Pour mieux aider, il faut bien savoir, n'est-ce pas? C'est parce que je suis inquiet pour toi que je te pose toutes ces questions. Si je suis inquiet, c'est parce que je t'aime. À quoi peut-on reconnaître un sauveur? Il existe plusieurs critères définissant un sauveur. Il suffit d'en remplir au moins 3 parmi les suivants pour en mériter le qualitatif. Un sauveur ne répond pas à une demande d'aide directe. Un sauveur se contraint à aider l'autre, même lorsqu'il n'en a pas envie.
Un sauveur fait plus de 40% de la tâche. Un sauveur n'est pas toujours compétent dans ce qu'il entreprend pour l'autre. Un sauveur ne sait pas refuser, même s'il en a envie. Un sauveur fait quelque chose à la place de l'autre, qui est tout à fait capable de le faire lui-même. Un sauveur en fait toujours un peu plus que ce qui lui est demandé. Un sauveur se sent toujours plus compétent que l'autre pour résoudre ses problèmes, même si c'est faux. Un sauveur se sent toujours indispensable. Un sauveur a constamment besoin de sauver quelqu'un. Un sauveur a besoin de croire que l'autre est impuissant, incompétent, même si c'est totalement faux. Ce n'est qu'en aidant l'autre que le sauveur a une bonne opinion de lui-même. Un sauveur ne demande pas à l'autre ce qu'il faut faire pour lui. Il lui impose son aide selon ses propres critères. Un sauveur se permet de penser, de parler à la place de l'autre. Un sauveur prend des initiatives concernant la vie de l'autre sans lui en parler auparavant. Un sauveur ne tient pas compte de ses propres besoins, désirs et envies. Seuls ceux de l'autre sont pris en compte, qu'ils soient exprimés ou non. Un sauveur est donc un expert dans le domaine de l'assistanat. L'objectif du sauveur est évidemment de recevoir de la reconnaissance, de la gratitude, de l'amour bien souvent ou de l'amitié, de l'admiration parfois aussi. En général, les sauveurs sont persuadés que toute personne qui a des problèmes à résoudre ou qui se trouve devant une difficulté est incapable de s'en sortir seule, ne sait même pas ce qui serait bon pour elle, a absolument besoin d'être aidée ou même prise en charge. Cette conviction bien ancrée s'est installée dans l'enfance. Certaines méthodes éducatives distillent régulièrement ces sortes d'idées dans les têtes si malléables des enfants. Fort malheureusement. Liliane a toujours été une mère très enveloppante et intrusive avec ses 2 enfants. Pourtant, ils n'ont pas manqué de lui expliquer qu'ils étaient devenus des adultes, qu'ils savaient se prendre en charge, s'organiser, penser par eux-mêmes. Bref, qu'ils étaient devenus autonomes et adultes, malgré tous les obstacles que cette mère avait pu dresser sur le chemin de leur indépendance. Sophie, sa fille, s'est plainte un jour de l'ambiance pesante qui régnait à son travail. Juste une petite remarque comme ça en passant, mais qui n'a pas échappé à Liliane. Une semaine plus tard, quelle ne fut pas la surprise de Sophie lorsque son supérieur direct est rentré dans son bureau, la mine quelque peu renfrognée. « Sophie, lui demanda-t-il, pourquoi ne m'avez-vous pas informé de votre désir de nous quitter, de donner de votre démission ?»« Je vous demande pardon, répondit Sophie, abasourdie. Vous avez bien mis plusieurs demandes d'emploi sur différents sites, n'est-ce pas ? Ce n'était bien sûr pas Sophie qui s'était chargée de ces annonces, mais bien Liliane qui s'inquiétait tellement pour sa fille. Autre exemple, Marion, 32 ans, est encore célibataire et sa mère ne le supporte pas. Sans cesse, elle la questionne sur ses rencontres, ses sorties, les gens qu'elle fréquente. Sans cesse, elle déplore de n'être toujours pas grand-mère. Marion a été élevée dans l'idée qu'il ne faut jamais décevoir ses parents et elle ressent une grande culpabilité de ne pas les satisfaire. Pourtant, elle ne répond jamais aux remarques, questions ou jérémiades de sa mère. Un soir, alors qu'elle était passée chez ses parents, Marion fut invitée par sa mère à la rejoindre dans son bureau. L'ordinateur était allumé. Quelle ne fut pas la surprise horrifiée de la jeune femme lorsqu'elle découvrit que sa mère avait répondu à de nombreuses annonces sur des sites de rencontres. Se faisant passer pour sa fille, elle avait sélectionné quelques jeunes gens qui lui convenaient et qui n'attendaient qu'un mot de Marion pour la rencontrer. Troisième exemple, Lucille est désespérée. À 38 ans, elle est encore célibataire et ne comprend pas pourquoi elle ne tombe que sur des hommes à problème. Effectivement, le tableau qu'elle brosse de ses compagnons laisse rêveur. À croire que tu les attires, remarque son père. Mais je ne comprends pas, ils ont l'air tout à fait normaux quand je les rencontre. Et puis petit à petit, je découvre qu'ils ont de graves problèmes. L'un était toxicomane, l'autre complètement efféodé à sa mère. Il vivait avec elle à 43 ans. Un autre encore m'avait caché qu'il vivait déjà avec une autre femme, sans oublier celui qui s'était inventé une profession. Je n'y comprends rien. Qu'est-ce que j'ai qui les attire tellement? Et pourquoi ce sont justement ceux-là qui me plaisent? Certains parents peuvent se révéler de véritables caricatures de sauveurs très intrusifs, d'autant plus que durant de très longues années, bon nombre d'enfants n'osent pas se rebeller et n'y consentent parfois que très difficilement lorsqu'ils sont devenus adultes. Il n'y a évidemment pas que les parents qui empiètent sur le territoire des autres. Les amis ou les partenaires d'un couple, quand ils souffrent d'une dépendance affective pathologique, ont également des comportements de sauveurs. Jérôme, 32 ans. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire à Laetitia, mais elle croit tellement bien me connaître qu'elle finit par mes phrases et je ne peux pas aller au bout de mes pensées.
C'est sûrement pour me prouver qu'elle me comprend, et je n'ose pas lui dire qu'elle se trompe. Et je ne veux rien dire quand je suis en colère, parce qu'elle me reprocherait de la faire souffrir. Je lui parle de moins en moins. En bonne dépendante affective pathologique qui ne supporte pas la solitude, Laure ne veut pas que sa collègue Camille rentre seule chez elle. Son compagnon est parti 2 jours à Londres pour ses affaires. Il est 19h et Camille sort de son travail, se réjouissant de la perspective d'une soirée tranquille à la maison, quand Laure la rejoint en courant. « Ma voiture est garée à 2 pas. Je t'enlève pour la nuit. Il n'est pas question que tu restes seule ce soir. » Camille se défend. « Non, je t'assure, c'est très gentil, mais j'avais prévu une bonne soirée chez moi. Ne me raconte pas d'histoire, tu seras bien mieux avec moi. Je vais faire des grillades, je vais bien m'occuper de toi. Non, je t'assure, je préfère. Taratata, je te connais, tu as broyé du noir toute la soirée. » C'est ainsi que Camille se retrouvera sans l'avoir désiré chez Laure, qui ne supportait pas la solitude. Quand 2 sauveurs vivent en couple. Jacques et Jacqueline vivent ensemble depuis bientôt 13 ans. Ils avaient tout juste 20 ans lorsqu'ils se sont rencontrés. L'enfance de Jacqueline avait été très difficile, tout comme celle de Jacques. Durant des années, ce dernier s'est consacré à faire le bonheur de Jacqueline, tout comme elle l'a fait pour lui. Ils sont restés ainsi durant une dizaine d'années, un couple de sauveurs, mais aussi de victimes et de bourreaux, très dépendants affectivement l'un de l'autre. Et ce, de façon pathologique, car, à les entendre, chacun s'est sacrifié pour l'autre, et en toute logique, chacun en veut terriblement à l'autre, chacun se sentant la victime de l'autre. J'ai tout fait pour lui, voilà comme il me remercie. J'ai tout fait pour elle, et voilà comme elle me remercie. Jacqueline n'a vu chez Jacques qu'un homme généreux, extrêmement dévoué, dont le seul souci était de la protéger du malheur et de réparer son enfance douloureuse. Jacques n'a vu chez Jacqueline qu'une femme capable de le comprendre, de s'occuper de lui et de réparer son enfance malheureuse. Pourtant, ils se reprochent aujourd'hui de s'être trop oubliés, d'avoir laissé de côté leurs propres besoins et désirs. Très fragilisés, leur relation est désormais compromise, chacun reprochant à l'autre de n'avoir pas su l'aimer, d'avoir déçu ses attentes de compréhension et d'épanouissement. J'ai l'impression de ne pas le connaître. Il me reproche de n'avoir pensé qu'à moi. Je découvre une autre femme qui, depuis plus de 12 ans, a voulu me contrôler. Comment Jacques a-t-il voulu sauver Jacqueline ? Depuis sa plus tendre enfance, il est persuadé que pour bien aimer, il faut s'effacer complètement et remettre son bonheur entre les mains de la personne aimée et qu'il l'aime. Il a toujours cru que Jacqueline savait mieux aimer que lui. Au tout début de leur relation, il l'a laissé à la fois définir ce qu'est l'amour, mais aussi ses modalités, pratiques et ses règles comportementales. Quand on s'aime, il faut, etc., etc. C'est ainsi que Jacques, pour bien aimer Jacqueline et la sauver, appris à lui obéir en tout point, à l'écouter encore et encore se plaindre de sa famille, se taisant sur ses propres émotions, ses propres besoins et désirs, ses goûts. Car, lui assurait-elle, je sais ce qui est bon pour toi, pour nous. Ne sommes-nous pas heureux ensemble ? Et Jacques, en bon sauveur, se conformait à ses demandes, endossant le rôle du bon réparateur. Car Jacqueline a très longuement décrit au cours de ces années son enfance pénible. Sans cesse, elle y revenait, se présentant en victime et suscitant alors le sauveur chez Jacques. De façon très indirecte, mais bien réelle, elle lui demandait de la guérir de ces longues années si difficiles à vivre. Elle attendait de lui qu'il lui apporte ce que ni son père ni sa mère n'avaient su lui donner. Passant tour à tour du rôle de victime à celui de bourreau, elle se servait de sa souffrance pour obtenir de cet homme tout ce qu'elle désirait, se donnant tous les droits, ne lui en octroyant aucun. Elle consultait son téléphone portable. Quand on s'aime, on n'a pas de secret l'un pour l'autre. Ouvrait son courrier, le triait, le rangeait. Avoir un secret, c'est déjà une trahison. Elle prenait toutes les décisions de façon unilatérale. Alors Jacques, petit à petit, s'est enfermé dans le silence. Il ne lui a jamais parlé de la maltraitance qu'il a subie dans son enfance et son adolescence. C'est Jacqueline qui occupait tout le territoire de la parole, mais aussi de la plainte. Il n'a jamais osé formuler le moindre petit souhait. Afin que Jacqueline se sente bien aimée, Jacques a fait des efforts inouïs pour se conformer à ses désirs. Ce faisant, il lui a apporté enfin tout ce dont elle avait été privée durant de longues années. Comment Jacqueline a-t-elle voulu sauver Jacques ? Elle lui a enseigné le mode d'emploi de l'amour, selon elle. Elle lui a donc appris qu'il fallait tout se dire, tout faire ensemble, et surtout suivre ses conseils à la lettre, car, disait-elle, moi je sais ce qu'est aimer. En échange, elle lui offrait une vie facile. Elle s'occupait de tout dans la maison, le déchargeait de toutes les tâches administratives, le soutenait financièrement lorsqu'il en avait besoin. Elle multipliait les attentions,
proposait sans cesse de nouvelles activités, le sollicitait très souvent sexuellement, organisait les vacances, et Jacques suivait. Si le sauvetage de Jacqueline était autoritaire, il frôlait souvent le jeu du persécuteur, celui de Jacques était agi sur le mode complaisant, plus effacé. Mais progressivement, une grande colère s'est développée en lui, car il supportait de moins en moins de se conformer aux désirs de Jacqueline. Il s'est alors permis d'exprimer, d'abord timidement, puis de plus en plus fermement, quelques désaccords et avis personnels non conformes aux règles jusque-là admises. Et Jacqueline menaçait alors de le quitter, lui reprochant de ne plus vouloir l'aimer. C'est ainsi que, depuis 3 ans, leur relation se détériore. Aujourd'hui, elle est en sursis. Jacqueline se demande ce qu'elle pourrait faire pour garder Jacques, sans songer un seul instant qu'il pourrait lui aussi avoir un avis sur la question. Selon leurs mouvements sur le triangle, ils adoptent successivement les 3 rôles. Sauveur, si tu fais comme je le veux, tu seras heureux car je t'aimerai bien. Elle a besoin de moi, elle a déjà tant souffert. Victime, après tout ce que j'ai vécu, je ne supporterai pas que tu m'abandonnes. Je ne peux pas faire mieux, tu m'en demandes tellement. Et bourreau, si tu ne me suis plus mes conseils, je te quitterai. Personne ne pourra t'aimer comme moi, ni supporter ton caractère. Comment maintenir des liens fusionnels qui empêtrent au lieu d'épanouir. Il convient bien sûr que la victime reste bien dans son rôle afin que le sauveur puisse conserver son pouvoir sur elle. Car elle ne doit en aucun cas montrer qu'elle peut devenir autonome. Elle doit constamment ou presque avoir besoin de son aide. C'est ainsi que le sauveur a tout intérêt à choisir des victimes qui désirent le rester. Selon S. Eggleston, on agit en sauveur chaque fois que l'on prend quelqu'un d'autre en charge, dans ses pensées, ses sentiments, ses décisions, ses attitudes, son évolution, son bien-être, ses problèmes ou son destin. L'évolution de la victime ne fait pas vraiment partie des projets du sauveur, qui devrait alors se tourner vers des personnes encore plus faibles et impuissantes, bref, de meilleures victimes. Victimes consentantes, du moins dans les premiers temps. Lorsque son aide est refusée ou mal interprétée, le sauveur se sent rejeté, vexé. Il se lamente sur l'ingratitude de la victime qui n'a pas su l'apprécier à sa juste valeur. Lorsque Sophie a découvert ce qu'avait fait Liliane, sa mère, elle s'est précipitée chez elle dès la fin de sa journée de travail, sans même prendre le temps de s'asseoir. Elle l'a invectivée. « Comment as-tu osé me faire ça ? Qui t'a donné la permission de t'immiscer ainsi dans ma vie ? Pour qui te prends-tu à la fin ? Et pour quoi me prends-tu ? Mais je voulais seulement t'aider. Non, maman, tu ne voulais pas m'aider. Tu voulais fourrer ton nez dans mes affaires comme tu l'as toujours fait. Moi ? Non, jamais. J'étais inquiète pour toi. Tu disais que... Est-ce que tu comprends que je ne peux plus rien dire devant toi ? Je ne peux plus te parler ? Est-ce que tu imagines une seule minute ce que mon patron a pensé quand il a vu tes annonces ? Est-ce que tu peux au moins l'imaginer ? Mais tu disais que... Est-ce que je t'ai dit que je voulais changer de travail ? Est-ce que je t'ai dit ça ? Non, mais tu te plaignais. Et alors ? Alors je ne veux que ton bonheur, je voulais juste t'aider, ne me parle pas si méchamment. C'est moi la méchante ? C'est moi ? Et toi, comment peux-tu te qualifier ? Je suis ta maman, je t'aime, je m'inquiète pour toi, je veux que ton bonheur. Surtout, arrête de t'inquiéter pour moi, d'accord ? L'inquiétude, ce n'est pas de l'amour. Je ne sais pas si tu sais vraiment aimer. Oh Sophie, mais c'est monstrueux ce que tu dis là. Moi, je ne sais pas aimer, moi, après tout ce que j'ai fait pour toi ? Il est aisé d'imaginer le désarroi de Liliane, devenue la victime de sa fille, qui a pris le rôle du bourreau. Elle qui faisait de son mieux, elle qui était si attentive à la moindre parole de Sophie. Liliane s'est rendue tellement malade après cette scène qu'elle a été hospitalisée pour dépression. Victime de l'ingratitude de sa fille, elle a baissé ses bras de sauveur pour se faire prendre en charge par un autre sauveur institutionnel, celui-là. Comment reconnaît-on une victime ? J'en peux plus, je suis débordée, j'y arriverai jamais. C'est affreux, tu sais pas ce qui m'arrive. Si encore j'étais capable, je ne sais pas vers qui me tourner. Si encore on m'avait appris, c'est toujours à moi que ça arrive, c'est trop compliqué. Je préfère baisser les bras, c'est pas ma faute. On me demande jamais mon avis. C'est toujours moi qui me dévoue. Je n'ai qu'à me résigner. Quand on a besoin de moi, on me trouve, mais personne ne me demande de quoi j'ai besoin, moi. Voilà. Les litanies des victimes ponctuent leurs discours de plainte et de réclamations vindicatives. Elles ne peuvent pas vous échapper. Sans oublier que la victime ne formule pas toujours ses demandes de façon directe. Elle préférera vous dire qu'elle a trop chaud plutôt que de vous demander si elle peut ouvrir la fenêtre. S'il y a plusieurs personnes, vous pouvez être sûr qu'un sauveur se précipitera pour le faire.
Elle peut aussi le faire avec une certaine agressivité. Si je ne demande rien, évidemment, on fait comme si je n'étais pas là. Ce que la victime ne comprend pas, ne veut pas comprendre, c'est qu'elle s'est elle-même mise dans la situation qu'elle déplore, elle l'a provoquée. Lorsque le sauveur devient victime, il se sent véritablement humilié alors qu'il ne s'est pas un instant demandé si ce qu'il faisait était adapté ou si ses conseils étaient judicieux. Humilié, vexé et réellement triste car il voulait tellement bien faire. Les tentatives de justification de Liliane, devenue victime, sont celles de tous les sauveurs bafoués. Je ne veux que ton bonheur, je voulais juste t'aider, je m'inquiétais pour toi. Un sauveur souffre terriblement lorsqu'il ne peut pas sauver une victime, lorsque son aide est déniée, rejetée, critiquée. Regarde ce que tu m'as fait faire. Il devient alors la véritable victime. En l'occurrence, c'est bien ainsi qu'il se perçoit. Madeleine a toujours été une mère exemplaire. Elle s'est occupée de ses 3 enfants avec dévouement, gentillesse, constance, application et amour. Elle ne vivait que pour eux, elle ne vivait que par eux, ce qu'elle reconnaît bien volontiers. Ils étaient ma raison de vivre, ils étaient tout pour moi. Mais les enfants ont grandi et Madeleine se sent perdue. Son mari est depuis toujours très souvent absent pour son travail. Elle n'est pas encore grand-mère, a peu d'amis, elle n'a guère pris le temps de s'en faire, et lorsque son époux est à la maison, il préfère les tête-à-tête. J'ai tout fait pour que mes enfants soient bien, je leur ai tout sacrifié. Ma vie de femme, puisque je n'ai jamais suivi leur père dans ses déplacements. Ma vie professionnelle aussi, car j'adorais le métier qui aurait dû être le mien. Et aujourd'hui, je suis seule, je ne sais pas quoi faire de moi. Ma vie m'ennuie. Mes enfants sont dispersés, loin d'ici. Ils mènent leur vie sans se poser de questions sur la mienne. J'aimerais tant les serrer dans mes bras. À quoi auront servi toutes ces années où je ne vivais que pour eux? Je n'existais qu'à travers eux. Ils me téléphonent de temps en autre, un bref moment. Nous communiquons par mail aussi. Mais je ne sais même pas comment ils vivent. Je ne connais pas leur maison, leur environnement. Ils me racontent quelques brides par-ci par-là. Il me faut bien de l'imagination pour me les représenter. Aujourd'hui, ma vie n'est qu'un grand vide. Après tout ce que j'ai fait pour eux, ce n'est vraiment pas juste. Madeleine souffre du syndrome du nid vide. Ses enfants partis, elles se sont abandonnées, inutiles, mal aimées. Elle attendait de la reconnaissance, de la gratitude, une sorte de retour sur investissement affectif. Elle n'a pas compris qu'elle avait seulement rempli son rôle de mère. Nul au monde n'a la contrainte à sacrifier sa vie professionnelle. Nul au monde ne l'a empêché de suivre parfois son époux dans des déplacements. Lui qui n'attendait que ça. Elle seule a décidé de s'oublier. Élise est une jeune femme de 32 ans, mère de 3 jeunes enfants. Après leur mariage, son époux voulait très vite des enfants. Elle a abandonné ses études de médecine. Il voulait vivre à la campagne, elle l'a suivi, acceptant de s'éloigner de sa famille, de ses amis et de son mode de vie. Après la naissance du dernier, elle avait pris 5 kilos que son époux lui a demandé de perdre. Elle s'est mise au régime. Pendant ses rares moments de liberté, elle écrivait des contes pour enfants, ce qui lui a valu le mépris ironique de son époux. Elle a rangé cahiers et crayons, et ainsi de suite. Élise s'est perdue, elle a aliéné sa véritable personnalité par peur de déplaire et d'être rejetée. Dans de telles situations, le sauveur peut s'identifier à un martyr. Ne sacrifie-t-il pas son temps, son énergie, sa créativité aux autres? N'abandonne-t-il pas, s'il le juge nécessaire, son propre confort émotionnel et matériel pour le bonheur des autres? Ne se dévoue-t-il pas suffisamment? Ou mal? Mérite-t-il un tel abandon? Décidément, notre sauveur se sent trop souvent la victime d'une telle injustice qu'il ne peut qu'endosser le costume. Agnès, 35 ans, et Olivier, 34, viennent de se séparer après 1 an et demi de vie commune. Ils se sont rencontrés un soir chez des amis. La soirée s'est prolongée très tard dans un bar où l'une et l'autre se sont raconté leur vie, des vies pénibles. Chacun se présentait comme une victime, suscitant en l'autre le sauveur. Je ne donnerai pas tous les détails, ce serait trop long, mais voici l'essentiel. Aujourd'hui, Agnès vit seule avec sa fille de 5 ans. Après avoir vécu bon nombre d'aventures qui n'ont jamais duré plus de 2 ans, avec chaque homme, elle s'installait très vite dans une vie commune, une assurance contre la séparation. Fille unique, elle a grandi entre un père et une mère toujours en conflit et qui, trop préoccupés par leurs querelles, ont oublié de valoriser cette petite fille, ne lui faisant jamais un compliment. Agnès avait d'ailleurs très vite compris qu'il valait mieux pour elle ne pas se faire remarquer, ne surtout pas déranger ces adultes irascibles qui paraissaient trop souvent l'ignorer. N'ayant pas beaucoup existé aux yeux de ses parents, c'est du moins ce qu'elle croit, ils ne l'ont évidemment pas aidée à se construire une bonne image d'elle-même.
Elle n'a pas fait d'études et en est aujourd'hui très complexée. Je ne sais pas ce que signifie devenir adulte, dit-elle, en penchant la tête sur son épaule comme pour s'en excuser. Je crois que j'ai toujours cherché à être aimée. C'est ainsi que les hommes avec qui elle a vécu étaient tous difficiles, marginaux. Ils avaient besoin de moi. Un ancien tôlard, deux toxicomanes, dont l'un est le père de sa fille, un pervers manipulateur. Olivier est malade alcoolique. Son histoire est dramatique. Âgé de 5 ans lorsque ses parents ont divorcé, il est resté avec son père et ses 2 petits frères. Sa mère avait déjà fait plusieurs tentatives de suicide. La dernière lorsqu'il avait 5 ans. Elle s'était ouvert les poignets et était rentrée dans sa chambre pour les lui montrer. Son père a vite retrouvé une compagne, mais elle ne voulait pas se charger des 3 garçons. Elle l'a donc quitté pour un autre homme et lui est parti à l'étranger. À son retour, ils se sont remis ensemble. Pendant cette absence, la DAS a dû placer Olivier et ses frères dans une institution durant 11 ans. Sa mère venait lui rendre visite tous les 15 jours. Mon père m'a beaucoup manqué, dit-il. En fait, j'ai été un père pour mes frères et un mari pour ma mère, même si elle avait beaucoup d'amants. Olivier n'a pas eu d'enfance, on lui a volé. Parentifié très tôt, les chantages affectifs de sa mère l'ont fait grandir trop vite. À l'écoute du récit de leur vie, le sauveur de chacun s'est évidemment apitoyé sur les épreuves de l'autre, et 2 mois plus tard, Olivier est venu s'installer dans l'appartement d'Agnès, quittant une chambre minuscule qu'il occupait avec un ami. Mais l'euphorie des débuts s'est vite transformée en incompatibilité à vivre ensemble. Persuadés que leur souffrance passée leur donnait le droit de tout exiger de l'autre, ils ont rapidement accumulé les déceptions et les rancunes. Il ne m'écoute pas, se plaint Agnès, et quand il a bu, il me menace de partir. Pourtant, je fais tout ce que je peux pour lui faciliter la vie. C'est Agnès qui décide de tout, elle ne me fait pas confiance. Pourtant, je fais tout ce que je peux pour lui être agréable, déplore Olivier. Agnès, qui craignait qu'Olivier ne reste pas avec elle s'ils ne vivaient pas ensemble, ne comprend pas qu'Olivier aime passer des moments avec ses potes sans elle. Olivier a le sentiment de faire beaucoup de concessions et d'avoir changé de vie pour elle. Il trouve qu'elle ne fait aucun effort. Agnès est dans la peur. Elle ne sait pas s'il va rester. Olivier la trouve trop exigeante et la voudrait plus patiente. Je me sens utilisé pour qu'elle conserve son utilise, dit-il. Tandis qu'Agnès se plaint parce qu'ils ne font pas grand-chose ensemble. Elle me dévalorise chaque fois que je ne suis pas d'accord avec elle. Il parle beaucoup, mais pas de choses profondes, et je déteste qu'il se valorise devant mes amis. Agnès n'est pas assez câline, pas assez amoureuse, dit-il. Avec Olivier, je m'ennuie, je suis en colère après lui, et je m'en veux. De toute façon, il ne peut pas m'épauler, dit-elle. Après avoir été dans les rôles de victime puis de sauveur, Agnès et Olivier sont devenus des bourreaux l'un de l'autre. Quand le dépendant affectif est un bourreau, ce sont les allers-retours du sauveur à la victime qui peuvent rendre le sauveur de plus en plus irascible et tyrannique, particulièrement apte aussi au chantage affectif, ce dont Liliane, souvenez-vous, ne s'est pas privée. Car comment ose-t-on refuser son aide? Comment ose-t-on l'agonir de reproches? Faut-il qu'elle soit bien mal aimée? Il est pourtant fréquent qu'un sauveur soit rabroué, sans que pour autant il se pose les bonnes questions. En bonne victime, c'est toujours l'autre qui a tort. L'autre, c'est sa victime, qui est en quelques brefs instants devenu son pire bourreau, qui le persécute. Lui reproche-t-on d'avoir été trop loin? Il se défend en arguant qu'il a le droit d'aider ceux qu'il aime, que c'est même son devoir, quitte à se montrer intrusif et gênant. Ainsi, lorsque la victime, celle que le sauveur a voulu aider, décide de ne plus se laisser manipuler par ce sauveur, quand elle s'émancipe en se libérant de cette tutelle, le sauveur risque bien, nous l'avons vu, de se transformer en bourreau, en persécuteur. Peut-être était-il devenu un peu trop autoritaire à force de s'occuper de tout et de dicter sa conduite à la personne sur laquelle il avait jeté son dévolu. Peut-être cette victime éprouve-t-elle l'envie de se prendre en main, de voler de ses propres ailes. La victime, qui dès lors n'en est plus une, se détourne de lui pour cause de tyrannie ou d'intrusion massive dans sa vie. Alors, devant cette notoire ingratitude, ce sauveur devenu victime va prendre le rôle du bourreau. C'est comme ça que tu me remercies. Avant de me connaître, tu n'étais rien. Tu n'étais rien et tu ne vaux rien. Quand je pense à tout ce que j'ai sacrifié pour toi, tu n'as même pas été capable de l'apprécier. Tu le regretteras. Tu sais, mais il sera trop tard. À quoi reconnaît-on un bourreau? Si, comme le sauveur, le bourreau sait ce qui vous convient, ce qui est bon, juste, utile, efficace pour vous, il ne cherchera vraiment pas à vous séduire pour vous en convaincre. Tout à l'inverse, il vous assénera sa façon de voir avec force et autorité. Son discours s'accompagnera de critiques, quand il ne tentera pas de vous rabaisser ou même de vous humilier.
Il ne vous écoute pas, ne tient aucun compte de vos propos, de vos arguments et encore moins de vos émotions, qui ne le concernent en rien. Elles peuvent tout au plus l'exaspérer ou pire, l'amuser et provoquer ses sarcasmes. Les deux modes de communication du bourreau sont la colère, à des degrés divers, depuis la simple irritation à la rage, et la leçon de morale très critique à votre égard. Très autoritaire, il désire conserver le contrôle de vos actes, mais aussi de vos pensées, car il a raison en tout et n'a surtout pas envie de s'encombrer de vos plaintes. Il ne peut jouer ce rôle que si vous vous présentez en victime, ou de vos désirs. Il deviendrait alors votre sauveur. C'est lui qui commande, un point c'est tout. Sa colère, sa frustration s'expriment sur un ton qui interdit la discussion. Sous couvert de franchise, il vous assène ses arguments sans attendre de réplique de votre part. Très souvent dévalorisant, il se montre sévère, dur et tranchant. Il blâme et considère toute interaction comme une piste de pouvoir. D'ailleurs, son attitude, le ton qu'il emploie et l'ensemble de son comportement non verbal ne vous laissent aucun autre choix que de vous taire. À moins que vous ne soyez prêt à subir ses foudres, puisque votre souffrance le laisse totalement indifférent, ou que vous tentiez de devenir son sauveur. Le bourreau veut contrôler, et ça ne se discute pas. Il est très facile de passer du rôle de sauveur à celui de bourreau. Il suffit d'avoir le sentiment d'avoir trop longtemps malmené ses propres désirs ou envies, d'en avoir beaucoup ou trop fait pour quelqu'un, d'avoir l'impression d'avoir été utilisé, exploité et harcelé par des demandes incessantes. Surtout si les remerciements ne sont pas au rendez-vous, ou insuffisants, ou pas bien exprimés. Le dévouement a ses limites, et si en plus l'on doit faire face à l'ingratitude ou de l'indifférence, si l'on n'en obtient ni l'approbation ni reconnaissance, à quoi cela sert-il ? Danielle s'est toujours présentée comme une victime de ses collègues. En bon sauveur, elle prend en charge une grande partie de leur travail pour éviter des retards. Elle fait même des heures supplémentaires, de façon tellement discrète que personne ou presque n'en est informé. Pourtant, ce faisant, elle accumule beaucoup de ressentiments contre ses collègues. Et un jour, elle est allée déposer ses doléances sur le bureau de son supérieur hiérarchique, accomplissant ainsi un acte de délation. Tout y était précisé, les retards et départs avant l'heure, son surcroît de travail. Le sauveur en elle aimait tellement sentir que ses collègues avaient besoin d'elle qu'elle avait outrepassé ses forces, son énergie et ses capacités de dévouement à leur égard. Passant par la case victime, elle a considéré qu'elle en faisait trop, qu'elle n'en obtenait aucune reconnaissance, pas même un merci. Il est vrai que selon ses dires de victime, il ne se sentait absolument pas redevable de ses efforts pour les soulager dans leur travail. Elle est donc allée dans la case bourreau sans réfléchir aux conséquences de son acte. Tout cela inconsciemment, bien sûr. Stéphane, 38 ans, se présente comme un sauveur qui se sacrifie pour ses parents. S'il gagne plutôt bien sa vie, il ne part jamais en vacances car ses parents, les victimes, n'ont pas les moyens de s'offrir le moindre petit voyage. Il permet à sa mère, sauveur également dans cette situation, de venir chez lui tous les jours, faire son lit, s'occuper de ses vêtements, de son ménage et lui apporter un repas chaud chaque soir. Elle est tellement contente de faire ça pour moi, dit-il. Nous avons parlé de cette situation, il a convenu avec moi qu'il pouvait peut-être faire son lit lui-même. Je ne veux surtout pas la priver de ce petit bonheur, affirmait-il en sauveur. À force de se plaindre de ses parents et des sacrifices qu'il fait pour eux, il ressent de plus en plus de colère à leur égard. C'est à cause d'eux que je gâche ma vie, pour ne pas les abandonner. Je n'ai ni vacances, ni même les week-ends. Je ne supporte plus cette vie étriquée. Et puis un jour, il est arrivé tout souriant pour sa séance. Il s'est assis et m'a annoncé « Voilà, je l'ai fait. Qu'avez-vous fait ?» J'ai craché sur ma mère. Vous avez craché sur votre mère ? Oui, j'ai réussi à le faire. Dans tous les livres de psy que je lis, on dit qu'il faut exprimer sa colère. Alors je lui ai craché dessus. Je lui ai exprimé ma colère. La réaction de Stéphane est catastrophique. Il s'est transformé en bourreau. Chantal et Pierre sont mariés depuis 26 ans. Ils ont 3 enfants étudiants. Chantal, qui adopte en premier lieu un rôle de victime, déplore le manque de communication entre eux, regrette qu'ils ne fassent pas plus de choses ensemble et se plaint de la façon dont Pierre lui parle. Il me parle mal, il le fait exprès. Pierre, qui se place d'emblée en sauveur, lui fait remarquer qu'il est surtout attentif aux choses importantes comme la santé, l'entente familiale, sa vie professionnelle, et qu'il est constamment en train d'aider quelqu'un. On peut me présenter n'importe quel problème, ajoute-t-il, je trouve toujours une solution. Puis, très vite, chacun se place en bourreau. Tu ne sais que me critiquer au fond du canapé où tu es toujours vautré, dit-elle. Tu as toujours été complètement coincé. Tu détestes faire l'amour, réplique-t-il.
C'est pour ça que tu m'as trompée. Et pourquoi est-ce que je n'avais pas envie de faire l'amour avec toi, à ton avis? Tu ne pensais qu'à toi. Oui, et je t'ai trompée. Tu sais très bien pourquoi. Tu ne voulais pas que je te parle de mes problèmes au travail. Alors oui, je suis allée chercher ailleurs ce que tu ne me donnais pas, ce que tu étais incapable de me donner. Tu passais tout ton temps à te plaindre de tout, ta vie, tes parents. On se demande qui de nous deux est le plus égoïste. Dès que je dis quelque chose, tu me casses complètement, comme si tu te trouvais plus intelligent que moi. On croit rêver. Tu ne parles que de toi, même les enfants le disent. Et tu trouves malin de monter les enfants contre moi, peut-être. Ce n'est pas ce qu'on peut attendre d'un bon père, etc., etc. Et finalement, après avoir bien exprimé leur colère, leur désillusion, Chantal et Pierre, que j'interroge sur leurs attentes mutuelles, ont les mêmes réponses, les mêmes attentes, toujours davantage de marques d'amour. Nul doute que bon nombre de sauveurs ignorent qu'il est parfois difficile, voire pénible, de démontrer de la gratitude à leur égard. Ce serait alors un aveu de sa propre impuissance, car il faut beaucoup de force et d'orgueil ou de placidité pour supporter ses propres dettes sans inquiétude ni ressentiment. Il est fréquent de rencontrer des personnes qui se détournent de celles qui les ont connues en fâcheuse posture ou très en demande dans des situations difficiles. Cette attitude signe le besoin de conserver la tête haute une fois le sauvetage réussi. Dans ces cas-là, nous en reparlerons, le sauveur doit, autant que faire se peut, dissimuler le mieux possible son ressentiment. Les bourreaux n'ont pas très bonne presse. Ils se cachaient même le visage. Si le persécuteur se révèle, le risque est alors d'être désaimé, ce qui est à la fois profondément impensable et surtout inadmissible. Alors il convient de refouler encore, d'éviter de se montrer agressif ou même un tantinet bougon. Le bourreau exprime très clairement par ses mimiques et ses attitudes une grande colère qu'il n'exprime pas toujours. Il serait bien trop dangereux pour le sauveur d'exposer cette couleur au grand jour. D'autant plus qu'elle peut lui servir d'alibi en retournant la responsabilité des ratages de son sauvetage, accompagnés de leur cortège d'émotions pénibles, sur la victime. N'oublions pas que souvent, les victimes s'avèrent plus fortes que les sauveurs dans les mesures où elles savent fort bien obtenir ce qu'elles désirent. L'équation est d'une grande logique. Le fait de sauver une victime finit toujours par déclencher de la colère, car le sauveur finit par se lasser de se dévouer, alors qu'il n'en a pas toujours envie, tandis que la victime se lasse d'être considérée comme une sorte d'infirme. Le sauveur finit par devenir son persécuteur, qu'à son tour elle va persécuter, le transformant en victime, et la boucle du jeu psychologique est bouclée. Le bénéfice étant de dévaloriser l'autre ou de se sentir soi-même dévalorisé. Que faire alors pour se réconforter dans ce dernier cas? Manger trop, fumer trop, multiplier les partenaires sexuels, se droguer, passer la nuit sur une console de jeu ou se tuer au travail, ou encore tomber malade, faire une bonne déprime. Car un sauveur qui a le sentiment d'avoir perdu le contrôle de sa victime, qui pense n'avoir plus aucun pouvoir sur elle, puisqu'elle se refuse désormais à tout sauvetage de sa part, ce sauveur-là, se sentant inutile, limité, peut-être incompétent, imparfait, forcément, rejeté, retrouve la détestation de soi qui l'avait amené à ce type de comportement, la prise en charge du bonheur de l'autre. Or, cette détestation de soi est la voie royale par où s'engouffre la dépression. Il est possible aussi de retourner à la case départ, chercher vite une pauvre victime à sauver qui, elle, saura apprécier ce que l'on fait pour elle. C'est le schéma le plus fréquent. Il permet de continuer à compenser les carences affectives de l'enfant intérieur de ces personnes dont l'immaturité affective est si manifeste. Seul l'autre peut me rendre heureux. Telle est la croyance profondément ancrée des dépendants affectifs pathologiques. Cet autre pouvant être un membre de la famille, un ami ou un partenaire du couple. Telle est aussi la définition de l'immaturité affective, avec toutes les déclinaisons possibles. Je suis incapable de vivre seul je ne vaux rien, l'autre est responsable de mon bonheur, je suis responsable du bonheur de l'autre, nous ne faisons qu'un, nous sommes semblables, l'autre est tout pour moi, si nous nous séparions j'en mourrais, je dois être tout pour l'autre doit toujours être là pour moi, l'autre doit être mon seul souci, je dois être le seul souci de l'autre, quand on s'aime on doit tout faire ensemble, tout se dire, ne rien se cacher, l'autre est là pour me combler, je dois combler l'autre. L'autre doit pouvoir compter sur moi à tout moment, je dois pouvoir compter sur l'autre à tout moment, je dois être la personne la plus importante pour l'autre et vice-versa, etc., etc. Si nous avions affaire à des enfants, à un âge où les parents sont censés s'occuper d'eux presque constamment, où ils ont pour tâche d'être attentifs aux besoins de leurs petits qui doivent être au centre de leurs préoccupations, certaines de ces certitudes seraient tout à fait acceptables. Du moins, celles qui concernent les devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. Mais nous parlons ici d'adultes.
Personne n'a plus à les nourrir, à les vêtir, à leur chanter des chansons pour les endormir, à les relever quand ils tombent ou à souffler sur leurs bobos pour sécuriser leur environnement. Ces temps-là devraient être résolus. Pourtant, les personnes souffrant d'immaturité affective sont encore dans cette attente d'une figure qui est toujours là. Dieu personnel, ange protecteur, un Dieu protecteur qui se porte garant de leur sécurité affective, bien sûr, et qui les prenne en charge, qui les sauve et les rassure, qui justifie leurs existences et les guide. L'immaturité affective est beaucoup plus fréquente que l'on imagine, même chez des individus tout à fait adultes dans d'autres domaines de leur vie. Elle se traduit surtout par des comportements éminemment possessifs et très exigeants. Monsieur veut-il organiser une soirée foot avec des amis ? Madame l'accusera de l'abandonner, de préférer ses copains, de ne pas s'intéresser suffisamment à elle. Madame veut-elle organiser un dîner de filles à l'extérieur ? Monsieur l'accusera de ne pas l'aimer assez, de le délaisser, de ne pas s'occuper de lui. Les exemples dans les couples, mais aussi dans les relations familiales et amicales, sont pléthores. Cette immaturité affective des dépendants affectifs pathologiques les pousse à vivre des relations de type parent-enfant malsaines, pas toujours satisfaisantes ni épanouissantes, loin s'en faut, mais que les partenaires, que ce soit en amitié ou en amour, ne veulent surtout pas rompre, car la solitude les attendrait au détour de la séparation. Et comme leur bonheur ne peut arriver que par l'autre, il leur est tout bonnement impossible d'imaginer de mettre fin à une relation avec ses parents ou ses enfants, ses amis, compagnons. Une patiente m'a dit récemment, une séparation c'est un anéantissement. C'est en ces termes aussi que l'on peut décrire l'immaturité des dépendants affectifs pathologiques. La dépendance est trop forte pour être transgressée. Trop grand est le besoin de la présence de l'autre, de son approbation. Il ne s'agit donc plus pour eux de l'envie naturelle d'aimer et d'être aimé. Le manque de sécurité affective dans l'enfance l'a transformé en besoin, source de la trop forte dépendance. Un besoin qui les contrôle totalement, un besoin jamais totalement assouvi. Il est parfois étonnant d'observer à quel point la dépendance affective pathologique empêche d'aimer vraiment l'autre, que l'on croit pourtant aimer sincèrement, n'est qu'une image sur laquelle ces personnes plaquent des comportements amoureux pour la bonne raison que cet autre est simplement là pour combler un vide affectif abyssal. Il n'est donc pas aimé pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Nous retrouvons là le mythe, encore bien vivant, du prince charmant qui saura enfin apporter à la femme tout ce dont elle désire et plus encore. Le prince charmant, une image pour jeunes femmes qui se conduisent comme des enfants capricieuses, toujours en quête d'absolu, qui refusent la réalité et vont de frustration en déception amoureuse, qui semblent ignorer que l'autre a aussi des attentes et des besoins. Ceci est aussi valable pour les hommes qui attendent la femme idéale. La dépendance affective problématique ou pathologique est donc née dans le creuset de l'insécurité affective de l'enfance et de l'adolescence. Chez les adultes, elle se traduit immanquablement par une véritable terreur de l'isolement. Et le mot terreur n'est pas trop fort. C'est pourquoi les comportements de ces personnes sont dictés par l'évitement de la solitude. L'autre, les autres, devient produit consommé par le toxicomane. Alcool, cocaïne, héroïne, crack, etc. Produit dont il ne peut se passer. C'est ainsi que, et les progrès technologiques semblent avoir prévu à cet effet, il serait indispensable de ne pas être relié à l'autre, les autres qui, par leur présence constante, maintiennent le lien affectif et sécurisent. Aujourd'hui, les outils de communication permettent à chaque instant de rester en contact. Sinon, la souffrance submerge aussi vite que l'angoisse du vide de la non-existence. Car vivre sans l'autre est impossible. Cela signifierait que l'on se retrouve seul face à soi-même, à son désamour de soi, lorsque l'autre ne nourrit plus de l'émerveillement de sa présence. Louise a aujourd'hui 59 ans. Elle est mariée depuis 35 ans à J, dont le métier impose de très fréquents voyages à l'étranger. Elle est la mère de 4 enfants, tous mariés et sans enfants, dispersés dans toute l'Europe. Elle se sent un peu perdue et dit avoir honte de venir consulter une psychothérapeute. C'est une marque de faiblesse, pense-t-elle. Je ne me reconnais pas, je croyais être gaie et je découvre depuis quelques années que je n'ai plus de désir, que je suis triste, apathique, peut-être un peu déprimée. Jusqu'alors, elle avait, sans le savoir consciemment, utilisé le déni pour mettre de côté tout ce qui la gênait. Mais tout revient et j'ai besoin de parler de moi. Louise, qui s'était murée dans le silence, souffre de tensions musculaires douloureuses, surtout dans la nuque. On m'a toujours appris à me tenir droite
quoi qu'il puisse arriver, dit-elle, ajoutant que la communication sur les émotions a toujours été interdite, même avec les amis proches. Elle prend un antidépresseur depuis 18 mois, mais ne se sent pas tellement mieux. Je me suis complètement investie dans ma famille car j'ai cru longtemps au mythe de la famille parfaite. Mais je déchante. J'ai sans doute été super protectrice pour mes enfants car j'ai le sentiment qu'ils ont élevé un mur entre eux et moi. Mais je n'ai pas le droit de me plaindre. Je ne mérite pas ce que j'ai à côté des autres qui ont eu moins de chance. Je ne dois pas dire ce qui ne va pas. Louise juge ainsi ses émotions pénibles, illégitimes. Mon mari n'a pas le temps d'être romantique, il ne l'a jamais été, mais c'est un homme bien. Je veux surtout pas être lourde pour lui, il a tellement de responsabilités. Je voudrais être une plume, mais j'ai du mal à cacher ma tristesse. C'est curieux, je fais souvent le même cauchemar, je perds mon alliance, je suis très seule, finalement, mais je fais ma difficile. Nous avons une très belle maison de campagne en Bourgogne, mon mari adore y aller. Moi j'aimerais bien y inviter des amis, mais il veut que nous restions seuls. Il est un peu ours. Même à Paris, je ne peux pas voir grand monde, car je dois rester disponible pour lui. Alors je ne peux pas m'engager dans une activité régulière. Je sais qu'il voit bien que ça ne va pas très bien, et je m'en veux, mais il refuse d'en parler. Moi aussi, je suis bien obligée de lui cacher beaucoup de choses, ma tristesse, mes douleurs. J'ai peur de lui en parler et de mettre mon couple en péril. En plus, ce n'est jamais le moment de parler avec lui. Dès que le repas est fini, repas pendant lequel il écoute les informations, il va dans son bureau. Il est de moins en moins disponible pour moi. Je lui en veux quand même un petit peu. Mais il ne faut pas qu'il sache. Il faut que j'apprenne à fonctionner autrement. Il prend sa retraite dans 1 an. Je ne me sens plus exister à vivre ainsi avec lui. Comme si je ne l'intéressais pas. En réalité, j'ai très peur qu'il se détourne de moi, qu'il me quitte si je suis sincère avec lui. Pourtant, il faudrait que j'apprenne à vivre moins en fonction de lui, mais je ne sais pas faire. Et il me le reprocherait. Quand il y a un désaccord entre nous, même léger, il veut toujours avoir raison. C'est toujours moi qui ai tort. Peut-être a-t-il vraiment raison ? Je ne sais plus quoi penser. Même quand il n'est pas là, j'hésite à inviter des amis. J'ai peur qu'il l'apprenne. Et comme il est très positif, je ne veux surtout pas le contrarier. Les grands dépendants affectifs ne trouvent d'intérêt à la vie que si un autre la rend attrayante. Ne s'aimant pas, comment pourraient-ils vivre un seul instant en bon accord avec eux-mêmes ? C'est pourquoi ils croient ne pouvoir vivre que par l'autre, ce magicien qui seul sait raviver l'étincelle de vie qui demeure au plus profond d'eux, ou vivre par procuration. Annie, une jeune femme de 42 ans, vit depuis la fin de son adolescence dans la terreur de la solitude. Elle est belle, profondément gentille et très créative. Pour ne jamais risquer d'être seule, elle a, reconnaît-elle, trouvé un excellent remède. Tout d'abord, elle s'est mariée très jeune, à 20 ans, avec G, et s'est empressée d'avoir 3 enfants. Dans la foulée, au moins j'étais assurée, pour plus de 20 ans, si mon mari me quittait, de rester avec mes 3 enfants, de ne pas être seule, explique-t-elle. Puis très rapidement, elle s'est inscrite sur un site d'escorte, et son physique très avantageux aidant, elle avait en encours plusieurs hommes avec qui elle passait des soirées, parfois même des fins de semaine et de temps à autre de courtes vacances, tout en gagnant de belles sommes d'argent, ce qui ne l'empêcha pas de tomber follement amoureuse d'un homme. Elle en informa son époux qui accepta de la partager avec eux à condition qu'elle ne soit pas absente plus de 3 nuits par semaine. Annie, entre ses enfants, son mari, son amoureux et les hommes de rencontre, était vraiment très occupée et n'avait surtout pas le temps de se retrouver seule. Puis, au fil des années, elle s'est pris de l'un de ses clients, C, et tout naturellement, on parla à son époux, mais qu'elle informa également, la quitta. S'il acceptait qu'elle reste avec G, son mari, il n'était pas question pour lui d'avoir un rival de cœur. Annie vécut cette rupture dans la douleur, mais elle n'eut pas le temps de s'appesantir sur son chagrin. D'autres hommes étaient là qu'elle aimait. Puis elle rencontra très vite un autre client dont elle tomba amoureuse en quelques soirées. Informé, G se montra encore très tolérant, tandis que C était, mais en secret, rongé de jalousie. Pourtant, ne voulant pas la perdre, il se montrait toujours charmant avec elle et fort généreux. Annie est heureuse. Elle maintient la solitude si loin d'elle que, pense-t-elle, elle ne l'atteindra jamais. Cette terreur de l'isolement est vécue comme une angoisse de séparation, une angoisse de mort, d'autant plus que l'isolement, pourtant le lot de chaque être humain, contraindrait à l'apprentissage de l'autonomie. Si je suis seule, je deviens responsable de moi, de ma vie. Mais souvenons-nous, les personnes trop dépendantes se ressentent comme impuissantes à gérer seules leur vie, démunies de toute ressource, incapables d'exister sans l'autre, ce qui explique les nombreuses somatisations liées à cette terreur fondamentale de la solitude et les comportements compulsifs visant à éloigner l'angoisse née de l'insécurité affective.
Cette peur quasi panique génère des attitudes d'oubli total de soi pour se consacrer, se dévouer parfaitement et uniquement à l'autre, aux autres. Le refoulement des émotions génère toujours des somatisations, tout comme leur déni. Le mental et le physique forment un tout, il est impossible de les dissocier, d'autant plus que nos émotions s'inscrivent en premier lieu dans notre corps et participent à nos processus mentaux et intellectuels. La tumeur, disait Fritz Zorn, c'était des larmes rentrées. Toutes les larmes que je n'avais pas pleurées et n'avais pas voulu pleurer au cours de ma vie se seraient amassées dans mon cou et auraient façonné cette tumeur parce que leur véritable destination, à savoir être pleurée, n'avait pas pu s'accomplir. Paradoxalement, c'est en s'oubliant elles-mêmes au profit d'autrui que ces personnes ont le sentiment de vivre pleinement. Cette sorte d'acharnement dans la quête d'amour, d'approbation et de reconnaissance est proportionnelle à la peur de la solitude qui les poursuit encore et toujours, jusqu'à placer cet autre sur un piédestal d'où il ne pourra que dégringoler. L'idolâtre alors retombera dans une désillusion d'où naîtront la colère et la dépression. Mais avant la rupture, vient tout d'abord le temps de la grande tempête émotionnelle, chargée de larmes, de cris, de supplications, d'injures, de critiques acerbes et de menaces. D'espoir aussi parfois. Aimer pour deux ne rebute pas les grands dépendants affectifs, et même devant l'inéluctable, ils se prennent à espérer encore, à croire en un renouveau de la relation, contre toute réalité. Ils sont prêts à tout pour conserver ce regard de l'autre qui les aime, qui les fait exister, qui les rend aimables au premier sens du terme, qui vient masquer le si douloureux et si profond mal-être auquel ils veulent à tout prix échapper. Pour les dépendants affectifs pathologiques, il est toujours préférable de maintenir une relation, même destructrice, plutôt que de vivre la solitude. C'est ainsi que nous rencontrons de ces personnes qui, bien qu'étant très malheureuses dans leurs relations amoureuses ou amicales, même familiales, ne peuvent pas y renoncer, ne veulent pas. Leur souffrance serait bien telle, croient-elles, que ce qu'elles subissent dans ces liens malsains ou invivables. Et quiconque voudrait leur faire comprendre qu'elles méritent mieux, qu'elles sont trop malheureuses et qu'il vaudrait bien mieux envisager une rupture, serait immédiatement considéré comme un ennemi, car le plus souvent, elles confondent la force de leurs sentiments avec leur terreur de l'isolement. Plus elles craignent la solitude et plus elles sont persuadées d'aimer. Combien de fois n'avons-nous pas entendu l'expression de cette croyance ? La vie n'a aucune valeur tant que l'on ne vit pas en couple. Avec son corollaire, tant que je ne vis pas en couple, je n'ai aucune valeur. Le couple est une valeur sûre, sécurisante. Ces idées sont enfouies si profondément dans les inconscients collectifs qu'elles ne risquent pas de perdre de leur puissance. C'est ainsi que l'autre, celui qui donne la vie aux grands dépendants affectifs, est réduit très inconsciemment à un rôle de soufflet, si l'on peut dire. Un soufflet qui attise les braises et crée le feu, la vie. Époux, amants et compagnons, épouses, maîtresses et compagnes, amis et amis, membres de la famille sont utilisés comme des soufflets. Ils existent pour éviter l'isolement. Ils sont perçus comme étant différents, plus forts qu'eux, et c'est justement cette force qu'ils utilisent pour eux. L'autre est nécessairement pourvu d'une puissance qui leur manque. La relation avec lui permet un temps d'acquérir cette puissance. Ce n'est pas l'être qui est aimé, mais ce qui l'apporte, une protection contre l'isolement. C'est bien pourquoi il ne faut jamais cesser de plaire, il faut toujours rester parfait. L'histoire qui va suivre peut vous paraître invraisemblable et caricaturale, mais elle est vraie. Nous sommes le 29 novembre 2006 et il est 12h30. Virginie sonne à ma porte. C'est son deuxième rendez-vous avec une psychothérapeute. Elle aura 39 ans dans un mois. Mignonne, coquette, le regard vide. D'emblée, elle me dit accablée. Je suis dans un brouillard total, dans le gouffre, je suis désespérée. Aux questions sur ses parents, elle me répond que sa mère est végétative et soumise, que son père la dégoûte, qu'il est très maniaque mais gentil. Mes parents, ajoute-t-elle, ne dorment plus ensemble depuis 29 ans et s'ennuient mortellement. Ils lui ont longtemps seriné qu'elle n'était qu'un accident et que l'on l'aurait préféré un garçon. Fille unique, elle est depuis quelques mois retournée vivre dans le sombre appartement de son adolescence mélancolique pour des raisons financières. Le soir, en rentrant d'un travail qui l'ennuie, elle s'enferme dans sa chambre avec un plateau repas télé. Elle souffre d'insomnie depuis une dizaine d'années, des troubles alimentaires et d'alopécie, perte de cheveux. Elle me raconte que, petite, elle hurlait en voyant son père, car jusqu'à l'adolescence, elle le craignait beaucoup. La tête basse, elle avoue avoir été violée 2 fois. La première, il y a 12 ans, par son ostéopathe, et plus tard, par le beau-frère d'une de ses amies. Elle porte un lourd poids de culpabilité pour ces 2 petits incidents, dit-elle. Elle déplore que les hommes qui lui plaisent la rejettent, comme l'a fait mon père qui n'était pas affectueux et se montrait grossier. Et elle entretient de me décrire sa vie sentimentale, un véritable chaos.
En 82, Virginie a 14 ans et succombe au charme de Elle, qui a une très forte personnalité. Avec lui, et sous son influence, elle participe au braquage d'une bijouterie, un comportement en totale opposition avec le mode de vie de mes parents, dit-elle. Elle dit avoir été endoctrinée par Elle, qui avait déjà connu les maisons de redressement et avait longtemps été maltraitée par son père. Je n'ai pas su dire non. Je voulais avoir une relation avec lui. C'était la première fois que je franchissais le pas et j'avais très peur qu'il me laisse tomber si je ne voulais pas avec lui. Je l'écoutais et j'adhérais aveuglément à son point de vue. Il me demandait de lui donner mon argent de poche pour s'acheter des cigarettes. Il a volé la chevalière de mon père, sans me le dire, et m'a obligé à voler la gourmette de ma tante. Il me faisait souffrir en draguant devant moi d'autres filles. Un beau jour, il a disparu après avoir pris les disques que nous avons volés ensemble. C'est à ce moment-là que j'ai vécu ma première crise d'angoisse. J'avais la sensation d'étouffer. Quelques mois plus tard, je me suis forcée à avoir des relations sexuelles avec D, un Italien, alors que je n'en avais pas envie. J'ai compris qu'avec lui, c'était un passage obligé pour ne pas être rejetée d'emblée, et je m'y suis pliée à tort. Plus tard, j'avais le sentiment d'être complètement dévalorisée. En 86, j'avais alors 18 ans, j'ai rencontré W, qui me plaisait énormément physiquement. Je le trouvais généreux, aimant, cultivé, et j'admirais en lui l'autodidacte qui avait réussi. Mais il s'est vite révélé violent et jaloux, de façon maladive, après son intégration dans l'armée. Nous avions projeté de nous fiancer, mais ce projet fut annulé le matin où il m'a giflé, parce que j'avais la veille au soir fêté mon bac avec des amis dans une boîte de nuit. Cet homme, dont je croyais qu'il était le grand amour de ma vie, est devenu un véritable mufle. Des années plus tard, je l'ai revu lors d'une soirée avec des copines. Il m'a dit qu'il n'avait jamais eu de coup de foudre pour moi. Pourtant, notre compatibilité physique était géniale, très forte, et j'ai bien perçu que pour lui, j'étais la première. Pendant son temps à l'armée, il a eu envie de tenter une relation avec une coiffeuse. Je l'ai su, et un soir, j'ai rencontré JL dans une boîte. J'ai donc mené de front ces deux relations pendant 1 an. JL était tout à fait à mon goût physiquement, il était gentil et généreux, mais je m'ennuyais avec lui. Après un long moment d'hésitation à me torturer sur le choix que je devais faire entre W et lui, puisque je sortais avec les deux en même temps, j'ai décidé de quitter JL. Mais comme j'avais été trop bavarde, il connaissait l'existence et l'adresse de W. Il a donc débarqué à l'improviste alors que j'étais en pleine réconciliation avec W, a préféré me quitter. Il a été très humilié d'apprendre que j'avais quelqu'un d'autre en parallèle. Dans la voiture, j'ai fait une véritable crise de nerfs. Je réalisais que j'avais perdu W alors que j'ai accepté de rester avec JL, mais j'étais anéantie. Il n'y avait que peu ou pas de sexe dans cette relation car nous étions incompatibles. J'avais découvert qu'il se masturbait derrière mon dos et j'étais écœurée. En 91, j'ai rencontré S, un grand charmeur, séducteur, dont j'aimais le sens de l'humour. Il a dû me séduire pendant 9 mois avant que je baisse la garde, mais dès que j'ai couché avec lui, j'ai senti qu'il n'était plus à mes pieds. J'ai découvert au fil du temps, car nous sommes restés 3 ans ensemble, qu'il était égoïste, menteur, dragueur et joueur. Il perdait beaucoup d'argent au tiercé. Avec S, j'ai vécu sous le même toit une relation destructrice, car c'était un homme pervers. J'ai réussi à le quitter après qu'une amie m'eut présenté son beau-frère K en 94. C'était un homme sexuellement beaucoup trop brutal, pas épanouissant du tout. Je peux même parler de viol dans les bois de Vincennes à quelques mètres de la route, dans les herbes hautes. Mais comme je pensais que nous sortions ensemble, je n'ai pas assimilé cet acte à un viol, du moins dans les premiers temps. Je ne l'ai compris que plus tard, en parlant avec des psys. Cam avait fait croire que nous allions nous marier, et comme je n'avais qu'une envie, partir de chez mes parents, j'ai cru en sa promesse. Pourtant, il ne me téléphonait jamais, tandis que je me ruinais en téléphone. Il vivait à Londres. Finalement, j'ai fait une dépression, en réalisant que ce qu'il m'avait promis ne se réaliserait jamais. J'ai cherché à comprendre pourquoi il s'était comporté de la sorte, et je suis allée le voir à Londres 13 fois pour faire le tour du personnage et m'apercevoir qu'il était musulman, pratiquant, et que nous n'étions pas compatibles, bien que la relation soit encore active à chacun de mes voyages. Et puis non seulement il avait des problèmes d'érection, mais nous n'avions pas une relation épanouissante. Elle a fini par devenir inexistante lors de mes derniers déplacements. Il m'a quitté par téléphone, ça a duré 4 heures, à la fin de l'année 96. Finalement, j'étais plutôt contente de ne pas continuer avec lui. Entre-temps, j'avais rencontré M chez des amis, un gentil brun, et j'ai pensé qu'il pourrait m'aider à oublier K. Il était plus un copain qu'un amant. Il y avait bien eu quelques relations sexuelles insatisfaisantes au début, mais elles ont vite cessé. Je n'avais donc pas le sentiment de le tromper en allant voir K à Londres. Je ne l'aimais pas et je l'ai quitté quand j'ai rencontré J.
Mais tout en étant encore avec K et M, j'ai été avec C, qui était gentil et me faisait penser à mon grand-père décédé, au début des années 97. Ce n'était pas un coup de cœur, mais un bon amant. Pourtant, ma vie à ses côtés manquait de piment. J et moi nous sommes rencontrés par le biais d'une agence matrimoniale à la fin de l'année 97. Je me sentais bien avec lui, comme si je l'avais toujours connu. Lors de notre premier rendez-vous, nous n'arrêtions pas de parler de nous et nous avons découvert beaucoup de centres d'intérêt communs, le sport, la musique, les voyages. J est une personne cultivée qui suscitait mon admiration professionnellement et personnellement. Tout le monde l'appréciait pour son goût pour les contacts humains, parce qu'il était un homme jovial et sympathique. Mais en vivant à ses côtés, j'ai découvert un homme macho, du genre les femmes doivent repasser, compensé par le fait qu'il faisait divinement la cuisine. Il m'a prodigué de judicieux conseils pour avancer professionnellement. Il était le grand frère que je n'avais jamais eu. Je me sentais bien dans sa famille, qui était un peu devenue la mienne, comparée à mes parents que je trouvais vraiment pas à la hauteur. Mais les relations sexuelles furent inexistantes pendant 5 ans. Nous avons été mariés 7 ans et notre divorce a été prononcé il y a 2 ans. L'histoire de Virginie pourrait encore se poursuivre sur de nombreuses pages, mais revenons au sujet de ce livre. L'autre étant utilisé, il va de soi qu'il est également mal aimé, de façon très incomplète, partielle. Idolâtrer n'est pas aimer, mais alors pas du tout. Idolâtrer, c'est regarder l'autre en levant les yeux, en implorant son amour, sa protection, sa loyauté et sa bonté. Idolâtrer, c'est se placer devant son idole, tel un jeune enfant devant ses parents, tel un croyant devant son Dieu. C'est se croire tellement faible et impuissant que toute vie serait impossible sans lui. Ce pourvoyeur de vie, d'illusion, d'être aimé, juste parce qu'il daigne se poser son regard sur cet idolâtre fervent. Avide de marques d'amour, de gratitude pour tout ce qu'il est capable de faire pour bien honorer celui qui lui permet d'exister. Et le temps de l'idolâtrerie, de se croire aimable. Pourtant, ce regard aimant ne doit surtout pas se détourner. La relation courait un grave danger, ce qui explique la jalousie qui tord le ventre et cogne le cœur, à la seule idée de ce détournement des yeux. Une jalousie souvent fondée sur une imagination, créant des scénarios catastrophiques sur la base du désamour de soi. Qui, me connaissant, peut continuer à m'aimer puisque je ne vaux rien ? La peur de perdre l'autre équivaut à la terreur de l'isolement, puisque les dépendants affectifs pathologiques sont persuadés qu'ils ne survivront pas à cette perte, que la souffrance résultant du manque les terrassera. Quand le besoin insatiable de l'autre ne sera plus assouvi, ils ne peuvent que désespérer d'eux-mêmes dans l'humiliation de n'être plus aimés. Une humiliation qui les poussera à la haine, à la rage agressive et menaçante, une façon comme une autre de rester en contact, de ne pas rompre tout à fait. Car ne nous y trompons pas. Le plaisir de la dépendance est celui du besoin satisfait, quelle que soit la dépendance. Peu importe le produit réclamé, tant que le pourvoyeur de drogue, de sexe, de travail, d'extase religieuse, etc., accomplit sa tâche. Le dépendant est rassuré, sécure. Mais combien de temps durera la pourvoyance ? Sa qualité restera-t-elle constante ? Le prix à payer ne va-t-il pas augmenter ? Tels sont les constants sujets d'inquiétude des dépendants pathologiques, inquiétude qui tempère la qualité du plaisir ressenti. En effet, que se passerait-il en cas de manque ? Pour ces personnes, le pourvoyeur est un être absolument irremplaçable, car impuissantes, elles sont obligées de passer par lui. Alors, en cas de défaillance, il faudra se tourner vers un autre, puis encore un autre, comme l'a fait Virginie, avec ses espoirs successifs. Une belle constance et, chaque fois, une telle désillusion. L'obsession des autres, des pourvoyeurs réels et potentiels, fait partie des caractéristiques des personnes trop dépendantes affectivement. Se considérant elles-mêmes de peu d'intérêt, elles sont constamment à l'écoute des autres, de leurs pensées, émotions, projets, ce qui évite de se pencher sur ses propres émotions. Cette concentration sur l'autre a pour objectif d'apaiser les inquiétudes à son sujet ou sur la pérennité de la relation avec lui. Plus les informations sont nombreuses, plus la tranquillité d'esprit et de cœur augmente, à condition bien évidemment que ces informations aillent dans le sens des attentes. La certitude que les besoins affectifs seront satisfaits, obsession et inquiétude, donnent l'impression de vivre intensément et rassurent puisqu'elles sont le signe de l'existence d'un lien. Sans lien, la peur de le perdre n'aurait pas lieu d'être. L'autre, les autres, sont les sujets de conversation favoris des dépendants affectifs pathologiques.
Tout ce qui concerne les autres les passionne. Ils savent écouter et retenir de façon étonnante parfois chaque détail de leur vie, une façon comme une autre d'éviter de penser à soi. Les problèmes des autres sont tellement plus intéressants, leurs joies aussi, tout comme les menus incidents qui ponctuent leur vie, leurs soucis, leurs goûts, leurs sujets d'intérêt. Et comme l'on n'a jamais fini de découvrir un être humain, on n'a jamais fini de parler des autres. Il y a toujours quelque chose à dire, tout comme il y a toujours quelque chose à faire pour l'autre. Qu'on en ait envie ou non, quelle importance. Il y a également toujours à faire à la place de l'autre, comme s'il était un peu incompétent. Mais non, c'est juste pour lui rendre service. Et puis il est tellement gratifiant de se rendre indispensable. On n'aura pas fini de faire appel à vous, vous avez tant de talent, de compétences. Alors oui, il convient d'être toujours disponible pour devenir réellement indispensable. Nul encore aujourd'hui n'a inventé meilleur moyen d'y parvenir. D'autant plus que si l'on est considéré comme indispensable, on peut se sentir en meilleure estime de soi, presque au niveau des autres, non ? Et si l'on peut alors mériter d'être aimé ?